reprends la parole cet après-midi juste pour dire, comme je le dis à chaque rencontre, un livre à l'auteur pour introduire la réunion, l'Union rationaliste ne demande aucune subvention à qui que ce soit, donc n'en reçoit pas. Par contre, elle reçoit vos adhésions très volontiers, ce sont des adhésions de soutien. Elle reçoit aussi très volontiers l'abonnement à nos 2 revues, les Cahiers rationalistes, 6 numéros par an, et Raison présente, 4 numéros par an. Alors surtout, soutenez-nous parce que nous avons besoin d'avoir ces financements-là pour continuer à publier et à nous réunir. Voilà, merci. Abonnement en ligne, de préférence, paiement par carte bleue ou virement. Merci. Et vous pouvez vous abonner ici. Bon, alors, ça marche là? Oui. Ok. Bon, alors, j'ai le plaisir d'introduire la 3e partie de ce colloque, dont les titres liminaires ont été plus ou moins respectés. On pourra peut-être y revenir dans les questions. Je pense, il est clair que la première partie a questionné le rapport au totalitarisme et aux menaces autoritaires, très clairement. Est-ce qu'on a bien compris que ce deuxième moment du partage égalitaire du savoir était au fond un questionnement sur que se passe-t-il en démocratie et quels sont les obstacles et les limites? Peut-être on pourra le retravailler plus clairement. Et enfin, est-ce que on va, dans ce 3e moment, travailler ensemble les différents ordres de rationalité que sont les rationalités scientifiques, éthiques et politiques qui, dans le rapport à la science, s'entremêlent de façon réelle et complexe. Est-ce que nos questions vont permettre de poser cela? J'en parlais tout à l'heure avec Emmanuel Ferrand, qui disait, par exemple, et ce propos qui me paraît déterminant, qu'en est-il de la véracité ou véridicité des contenus des revues, s'il est vrai, comme l'a dit M. Maisonneuve, que on peut se méfier de la qualité des revues académiques aujourd'hui. Et donc c'est un problème majeur qui se pose dans la démocratie, sur lequel j'aimerais bien que nous revenions. Alors, j'ai le plaisir d'introduire les 3 derniers intervenantes et intervenants, 2 économistes et, dans l'ordre de la rationalité économique, 2 économistes et une climatologue et hydrologue. Donc, c'est Agnès qui va commencer. Agnès Ducharme est directrice de recherche au CNRS. C'est une climatologue et hydrologue française très engagée et qui appartient au comité des, je ne sais pas si on dit, association, au comité des scientifiques en rébellion, ce qui est déjà aussi un programme de travail. Agnès a changé, comme vous pouvez le voir à l'écran derrière moi, le titre de son intervention, et je la remercie de l'avoir fait, parce que le titre liminaire était un peu général et pas très inspiré. Et un peu titre de manuel. Bon. Et donc, elle a choisi, comme vous le voyez ici, Sciences et politique de l'eau, des relations de plus en plus compliquées, ce qui me paraît être au cœur, justement, d'un débat sur la rationalité et le rapport entre science et démocratie. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Emmanuel, merci à l'Union rationaliste pour cette invitation. Et je vais commencer, comme beaucoup de vos invités, à me présenter. Donc j'ai une formation de biologie et d'écologie que j'ai acquise dans ces murs il y a déjà pas mal de temps. J'ai poursuivi en me diversifiant un petit peu par une thèse en climatologie
où j'ai mis en place la modélisation de la branche terrestre du cycle de l'eau dans un des deux modèles de climat français, celui qui est développé à l'IPSL, l'institut que Jean Jouzel a présidé pendant de nombreuses années. J'ai eu la chance ensuite de rentrer au CNRS et l'essentiel de mon métier depuis, une grande partie de mes activités scientifiques, c'est d'évaluer quantitativement les impacts du changement climatique sur les ressources en eau douce, en France et dans le monde, à la fois d'un point de vue quantitatif, la quantité d'eau qui coule, qui est disponible dans les rivières, dans les nappes phréatiques, et puis aussi en termes de qualité d'eau. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de quantité d'eau. Et c'est une recherche à la fois fondamentale, parce qu'il y a des choses compliquées à comprendre, et appliquée avec un lien avec de nombreux gestionnaires et usagers de l'eau, des agences de l'eau, des agriculteurs, etc. Et c'est à partir de cette expérience interdisciplinaire que je vais vous parler. Et le graphique que vous voyez sur votre droite vous montre un des derniers résultats qu'on a eu sur la quantification, justement, des impacts du changement climatique sur les débits des cours d'eau. C'est un programme national qui s'est terminé il y a 2 ans, financé par le ministère de la Transition écologique. Et là, vous voyez une carte qui vous montre les changements de débit des 3 mois d'été, en moyenne, entre la fin du XXe siècle et la fin du XXIe siècle, sous une hypothèse de réchauffement la plus pessimiste parmi les scénarios du GIEC. Vous voyez la médiane de 70 projections hydrologiques par différents modèles. Et donc, il y a une incertitude, forcément, une dispersion autour de cette médiane. Je ne vous montre pas toutes les analyses d'incertitude qu'on peut faire, mais le résultat, c'est que dans toute la partie, la majeure partie du territoire, on est certain que les débits vont changer, et vous voyez les chiffres qui peuvent être énormes, jusqu'à plus une baisse supérieure à une perte de moitié des débits. Et il n'y a que le coin nord-est où on a un signe incertain dans les décennies qui viennent, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Il se passera quelque chose, les changements peuvent être importants, mais à partir des connaissances que nous avons et de nos méthodes, on n'est pas capable de dire dans cette région, selon cet exercice, si les débits d'été dans ces régions vont augmenter ou diminuer ou ne pas changer. Sous l'effet du changement climatique seul, sachant que d'autres facteurs humains modifient la disponibilité des ressources en eau. Ça, c'est donc mon bagage scientifique, et puis un engagement militant, comme l'a rappelé Emmanuel, au sein de Scientifiques en Rébellion à partir de 2020. Pour moi, je l'ai vu comme une forme de thérapie contre une profonde dissonance cognitive que je vivais face au schisme entre la radicalité des résultats que nos sciences produisent en termes de changements qu'il faudra affronter, à la fois en écologie et en climat, et puis la totale inaction politique dans tous les pays du monde essentiellement. Donc ça m'a aussi amené, outre cet engagement dans Scientifiques en Rébellion, où on utilise jusqu'à des méthodes de désobéissance civile non violente pour faire porter le message de la science, à aussi réorienter un peu mes recherches sur certaines des politiques publiques liées à l'eau, et notamment sur le stockage dans les retenues de substitution aux mégabassines, donc des solutions qui sont contestées par des tas de gens et promues par des tas d'autres, et puis aussi les solutions fondées sur la nature comme moyen d'améliorer les ressources en eau. Sur les mégabassines, Michel m'avait invité l'année dernière à publier un petit article qui est mentionné là, dans Raison Présente, voilà, il est bien, je crois. Moi j'ai bien aimé l'écrire. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses principalement. Je vais essayer de faire rapidement une analyse historique des relations entre sciences de l'eau et politique de l'eau depuis le 19e siècle. Et puis je montrerai quelques illustrations sur les données scientifiques sur la gestion de l'eau agricole, c'est-à-dire en d'autres termes l'irrigation. Je ferai un focus sur la période la plus récente, que beaucoup appellent l'ère de la post-vérité. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, avec quelques éléments sur la loi du plomb et la loi d'urgence agricole qui vient d'être adoptée par les parlementaires députés cette semaine. Et globalement, mon message, vous pourrez le constater sur ces 2 parties, c'est qu'en France, il y a des relations que j'estime faiblissantes entre sciences de l'eau, sciences en général et politique de l'eau,
en raison de l'antagonisme de plus en plus marqué entre, d'une part, la croissance économique, les intérêts mercantiles dont Hervé a parlé tout à l'heure, et la protection de l'environnement et des habitants. Et puis j'aimerais prendre le temps d'une troisième partie sur plus géopolitique, à plus grande échelle, et vous emmener du côté de Gaza, où réside un scientifique, un chercheur, que j'ai cherché à faire venir pour travailler en France dans mon laboratoire grâce au programme PAUSE. Et ça me permettra de vous parler des problèmes de ce programme en lien avec des blocages par le ministère des Affaires étrangères, selon toute probabilité, et aussi des questions de l'eau qui se posent dans ce pays. Donc, si je fais une rapide historique donc, des relations entre science et politique de l'eau, autant que je peux les constater, j'ai distingué 4 phases. Donc, au XIXe siècle, début du XXe siècle, science et ingénierie sont main dans la main pour apporter l'eau aux Français. C'est l'âge d'or des ingénieurs du corps des ponts, avec des grands noms scientifiques, hydrauliciens, mathématiciens, etc. Il s'agit de construire des fontaines dans chaque village, des canaux, de drainer artificiellement les zones humides, de traiter les zones usées des Haussmann et la fin du XIXe siècle. Ces travaux, c'est à la fois scientifiques et d'aménagement du territoire, répondent à des enjeux de santé publique et de transport, avec le développement du transport fluvial, vite concurrencé par le train au moment de la révolution industrielle, et des enjeux d'accessibilité à l'eau qui changent un petit peu. Je ne détaille pas, mais j'imagine que voilà, je vous rafraîchis la mémoire. Et à cette époque, l'agriculture n'est pas la cible principale de la gestion de l'eau, qui, grâce aux ingénieurs du pont, semble toute puissante. Puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, et après cet événement dramatique, sciences et ingénierie sont toujours main dans la main au service de la reconstruction et de la modernisation. C'est les 30 Glorieuses, tout le monde connaît bien. Scientifiquement, il y a des tas de travaux, de la grande accélération en particulier. Voilà. Et du point de vue des sciences de l'eau, ce que vous connaissez peut-être un petit peu moins, il y a 2 objectifs de développement principaux en France. La production électrique, construction de barrages hydroélectriques et de centrales nucléaires, la naissance d'EDF. En même temps, deuxième révolution agricole avec remembrement, intensification via la mécanisation, les engrais, etc. Et petit à petit, après la souveraineté alimentaire qui repart en France, le développement d'un système agricole tourné, entre autres, vers les exportations. Législativement sur l'eau et l'environnement, on voit à cette époque la loi sur l'eau de 1964 qui reconnaît la gestion intégrée par bassin versant. Donc on a 6 grands bassins versants hydrographiques qui deviennent des entités de gestion intégrées, c'est-à-dire qu'on intègre spatialement l'amont-l'aval, les différents secteurs. C'est un modèle de gestion de l'eau qui a été largement répandu dans le monde entier, qui est reconnu comme le modèle français par certains, et qui est ciblé sur l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'assainissement, principalement. Avec l'introduction dès cette époque du principe de redevance qui alimente le fonctionnement des agences de l'eau, des redevances de type pollueur-payeur, c'est-à-dire que plus on consomme d'eau et plus on la pollue, plus on a des taxes sur l'eau qui alimentent les agences et qui leur permettent d'agir pour réparer la pollution. Troisième étape, j'ai mis comme jalon le choc pétrolier de 1973. La mondialisation heureuse rencontre les limites planétaires. Donc moi, les ouvrages et les travaux scientifiques qui m'ont inspiré par rapport à ça, c'est le rapport Meadows des limites de la croissance, le GIEC qui est créé en 1988 sur le climat, prix Nobel en 2007 avec Al Gore. Donc scientifiquement, voici mes références. On peut noter qu'en France, 2 sociétés de traitement et de distribution de l'eau deviennent des géants mondiaux. C'est la mondialisation de la Compagnie Générale des Eaux qui devient Vivendi, maintenant Veolia, et la Lyonnaise des Eaux, devenue Suez, et puis les 2 ont fusionné récemment. L'agriculture, les industries agroalimentaires et l'agrochimie dopent la balance commerciale française et ça devient vraiment un élément d'orientation économique macro en France. À ce moment-là, sciences et ingénieurs publics commencent à documenter les inconvénients de
inconvénient, je n'ai pas trouvé de meilleur mot, de l'agriculture intensive, qu'il s'agisse de pollution, d'inondation, de sécheresse induite par cette activité. Et puis, par contre, certains ingénieurs et scientifiques non publics commencent à dire des choses différentes. D'un point de vue législatif, on voit l'apparition de la loi sur l'eau de 1992 qui a un objectif de gestion équilibrée de la ressource d'un point de vue quantitatif, parce qu'en fait, on commençait à avoir des déséquilibres importants, et qui reconnaît l'eau comme patrimoine commun de la nation. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 continue en transposant une directive cadre européenne sur l'eau avec une cible majeure de bon état écologique, et tous les pays européens doivent mettre en place des mesures pour améliorer l'état écologique des cours d'eau. Donc la DCE c'est 2000, il y avait une cible d'amélioration en 2015, on est aujourd'hui en 2026, il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration, vous l'imaginez bien. Et puis il y a aussi dans la LEMA une cible d'adaptation au changement climatique. Et moi, l'expérience que j'ai de cette époque, en discutant notamment avec des tas de gens dans les services de l'État, au ministère de l'Agriculture, de l'écologie, dans les DREAL, etc., c'est que malheureusement, par rapport à la politique de l'eau, à la fin, quand il doit y avoir un arbitrage au niveau ministériel, c'est toujours le ministère de l'Agriculture qui gagne. Dernière époque, la plus récente, l'ère de la post-vérité, plus c'est gros, plus ça passe. Je vous renvoie au Marchand de doute et puis à la super bande dessinée qui existe aussi sous forme de livre, Algues vertes, l'histoire interdite, qui documente d'une manière extraordinaire la collusion, on va dire, entre certains intérêts économiques, politiques et le développement de l'agriculture en Bretagne. Et donc, c'est l'époque où le changement climatique n'est plus juste une idée, mais devient concrètement impactant sur notre territoire. Où des vérités alternatives se répandent sur tous les sujets, les financements de la recherche publique s'effondrent, et ce pour l'innovation explose, et pour moi ça pose un problème important. On note aussi que les pouvoirs publics, en tout cas certains d'entre eux, stigmatisent de manière ouverte et revendiquée les lois environnementales, et parfois ne les respectent pas. Donc les accords de Paris, c'est une très bonne chose, 2015 c'est mon jalon là. 10 ans après, le retour d'expérience est cruel. Les objectifs n'ont pas été réalisés, ni en France, ni encore moins, bien sûr, aux États-Unis, et ça n'est qu'un exemple. Et puis on constate, dans les lois sur l'eau, une avalanche de textes qui sont contradictoires et du coup sans doute largement hypocrites. Et je vous laisse lire tout ça, vous y voyez, la loi du plomb et la loi d'urgence agricole, j'y reviendrai. Mais je voudrais faire un focus sur l'eau agricole, en France, comme ailleurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on irrigue là où il y a de l'eau. On ne peut pas irriguer s'il n'y a pas d'eau. Et c'est ce qui explique la répartition des deux cartes que vous voyez ici. Donc à droite, vous voyez les surfaces irriguées en 2000. La répartition géographique n'a pas beaucoup changé depuis, même si il y a plus 15% en termes de surface, mais c'est toujours à peu près aux mêmes endroits. Et donc vous voyez ce grand croissant, le croissant du maïs, on va dire, dans l'ouest de la France. Et c'est les zones où, en termes de prélèvements pour l'agriculture, vous voyez tous les camemberts à forte composante orange. C'est beaucoup de prélèvements et surtout dans les eaux souterraines. Alors, mémorisez ce croissant, parce que c'est aussi le croissant où les gestionnaires de l'eau, le ministère de la Transition écologique, ont défini un classement, un zonage administratif particulier, les zones de répartition en eau, qui est une des modes d'action de la loi sur l'eau de 1992. Dans les zones de répartition en eau, c'est les territoires avec reconnaissance d'un déséquilibre durablement installé entre ressources en eau et prélèvements en eau existants. Qu'est-ce que ça signifie de manière plus directe? Les prélèvements sont plus importants que le renouvellement, que la vitesse de renouvellement des ressources en eau, et notamment quand les prélèvements s'appuient sur des eaux souterraines, les prélèvements sont plus importants que la recharge des nappes phréatiques. Et donc, le but, c'est d'identifier les zones vulnérables pour gérer plus finement et de manière plus contraignante les prélèvements en eau dans ces territoires. Et le point que j'aimerais souligner aussi, c'est que c'est dans ces zones-là qu'on a tous les projets de développement de stockage de l'eau, que ce soit des retenues de substitution, des retenues collinaires ou tout ce qu'on veut.
Dernière carte, celle de la fréquence des épisodes de restriction de niveau de crise. Donc ça, c'est un mode de gestion de réaction à la sécheresse, alors que les ZRE, c'est plutôt un mode de gestion pour essayer d'éviter de manière structurelle et long terme les sécheresses. Les restrictions de niveau de crise et puis de niveau moins grave, ça a été introduit suite à la loi sur l'eau sur les milieux aquatiques de 2006. Ça a été mis en place et documenté les fréquences de réalisation depuis 2012. Et vous voyez que les zones où les préfets édictent des arrêtés de restriction de crise qui disent qu'on ne peut plus prélever dans les milieux que pour alimenter l'eau potable et la lutte contre les incendies, tous les autres usages doivent arrêter de prélever l'eau dans les rivières et dans les nappes phréatiques, eh bien c'est encore dans ce fameux croissant du maïs. Voilà, je passe sur le stockage de l'eau qui renforce l'irrigation et donc les sécheresses causées par l'homme pour arriver à l'ère de la post-vérité, loi du plomb et loi d'urgence agricole. Donc, quels sont les personnages principaux de cette tragicomédie? Les deux premiers, c'est monsieur Laurent Duplomb et madame, donc il est sénateur Les Républicains, et madame Annie Genevard, Les Républicains aussi, ministre de l'Agriculture depuis 2 ans. Il y a un autre personnage qui doit être rappelé, c'est Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire et qui défend de l'agriculture intensive et productiviste. Dernier petit personnage, excès de normes, hein, c'est un personnage pas si nouveau mais qui a pris du relief depuis quelques années. Donc la loi du plomb, elle a été adoptée l'été dernier, elle vise à faciliter l'élevage intensif, à faciliter les retenues de substitution, leur construction, leur financement public aussi, au motif qu'elles seraient d'intérêt général majeur pour tout le monde en fait. Ce qui n'est pas vrai, elles sont principalement à l'intérêt de certains agriculteurs qui sont des irrigants intensifs. Et puis, elle a surtout été célèbre cette loi parce qu'elle visait à l'autorisation de 2 néonicotinoïdes, des pesticides tueurs d'abeilles, et ce volet-là a été retoqué par le Conseil constitutionnel l'été dernier. Depuis, on a donc en discussion par l'Assemblée la loi d'urgence agricole. Elle a été adoptée donc par les députés cette semaine. Alors, du point de vue de l'eau, il s'agit de faciliter la construction de retenues d'eau et notamment par dérogation au schéma d'aménagement et de gestion des eaux. La protection des captages d'eau potable est réduite aux captages les plus pollués, c'est-à-dire que si vous avez la malchance d'être alimenté en eau par un captage qui est que moyennement pollué, ben, il sera moins bien suivi qu'avant. Et puis, réduction des compensations écologiques, en particulier quand des zones humides sont détruites. Et puis, il n'y avait pas de la loi Duplomb 2 dans ce qui était soumis aux députés, mais tout le monde pense que ça va revenir au niveau du Sénat très prochainement. Donc, pour réautoriser ces néonicotinoïdes tueurs d'abeilles et par ailleurs qui sont reconnus comme cancérogènes. Donc évidemment, on comprend bien que là, il y a des jeux d'acteurs compliqués avec une grosse flèche de la FNSEA vers la ministre. On peut appeler ça lobbying, on peut appeler ça cogestion, on peut appeler ça peut-être corruption également, qui sait. Enfin, en tout cas, on en est là avec, il me semble, là-dedans, où est le poids de la rationalité scientifique, à mon avis, très faible, voire zéro. Pour ça, je vais reprendre un texte, une parole de Madame Genevard, sur laquelle j'ai été interrogée il y a 2 semaines par une journaliste de France Info. Donc lors de la discussion du texte au Parlement, Madame Genevard a dit qu'on ne me dise pas qu'il manque de la ressource en eau, quand il pleut 50 milliards de mètres cubes chaque année et que l'agriculture n'en prélève que 2 milliards. Convenez avec moi que c'est un prélèvement qui est quand même des plus raisonnables. Alors il y a plein d'erreurs là-dedans et je vais vous les expliquer. La première, elle est juste factuelle. Si on prend les statistiques publiques, en 2020, les prélèvements agricoles, c'était de 3,4 milliards, ce qui, convenez-en, fait en pourcent une énorme erreur. Ensuite, les précipitations annuelles, effectivement, c'est environ 500 milliards de mètres cubes par an, mais c'est pas un volume comme ça, hein. On peut aussi dire 500 km3. Ils sont répartis sur toute la surface du territoire. Et donc, ça fait une lame d'eau moyenne de 0,9 mètres par an. Et cette eau-là, cette pluie, elle arrose les surfaces agricoles, la moitié du territoire,
qu'elles soient irriguées ou pas, les forêts, les villes, tout. Donc on est à 0,9 mètres d'eau par an qui tombent sur notre territoire, et les prélèvements agricoles, donc si je prends le vrai chiffre, 3,4 km3 d'eau, ils ne sont pas sur tout le territoire, ils sont juste sur les terres irriguées, et c'est beaucoup plus petit. Et si on fait le calcul, sur ces 18 millions de kilomètres carrés irrigués en France, eh bien ces prélèvements agricoles, ils pèsent 0,2 mètres par an. D'accord ? Donc par rapport aux pluies, c'est déjà beaucoup plus grand, mais il faut aussi comparer à la recharge des nappes. Et en fait, 0,2 mètres par an, 200 mm par an, c'est plus que la recharge moyenne des nappes phréatiques qu'on estime au doigt mouillé entre 0,1 et 0,15 mètres par an. Et les décimales comptent à ce stade. Dernier point, les prélèvements agricoles de 3,4 km3 par an, ils sont à comparer aussi avec les autres prélèvements pour tous les autres usages de l'eau en France. Donc c'est 11% des prélèvements annuels, tous usages confondus. En France, en gros, 50% des prélèvements, c'est pour refroidir les centrales nucléaires et faire notre électricité. Mais la spécificité des prélèvements pour l'irrigation, c'est qu'une fois qu'on a pris l'eau dans les rivières ou dans les nappes phréatiques pour les mettre sur les champs et faire pousser des plantes, ces plantes transpirent l'eau et l'eau liquide, là, elle disparaît. Elle disparaît des rivières, elle disparaît des nappes, ça fait diminuer la quantité d'eau qui circule, ça fait diminuer les ressources en eau de manière immédiate. Et on appelle ça la consommation. Et si on compte la consommation de l'eau en France, l'agriculture, c'est 65%. Et ça, c'est en moyenne sur toute l'année. Si on compte la consommation en été, l'agriculture, c'est 85-90%. Donc, c'est vraiment pas un acteur mineur, comme voulait le faire croire, avec des arguments complètement bidons. Madame, je me barre. Je termine sur un autre sujet de ma colère face au gouvernement actuel. Et là, je pense plutôt à M. Barrot, le ministère des Affaires étrangères, le ministre. Donc, Ashraf Mouchtaha, c'est un scientifique, un hydrologue gazaoui, et j'ai réussi à faire écrire un article par un journaliste de reporter sur lui. Donc, vous pouvez le lire si vous voulez des détails. Moi, je vais aller assez vite. Vous voyez la vraie photo, moi je trouve que c'est important de voir des gens. Donc, vous voyez Ashraf avec sa mère, sa femme, ses 4 enfants, chez lui avant le 7 octobre 2023. Il était à ce moment-là directeur du département de la gestion des données au sein du service qui gère les eaux à Gaza, d'un point de vue des pompages, de la distribution, de l'assainissement. Et il menait aussi une activité de recherche avec des projets qui à l'époque étaient soutenus par les USA, maintenant ça n'y est plus bien sûr pour des tas de raisons, et puis il enseignait aussi comme chercheur associé. Il a travaillé sur les problèmes de l'eau à Gaza, donc vous voyez à gauche une carte. Gaza, c'est ce que j'ai hachuré en rouge, et c'est au-dessus d'un aquifère littoral, l'aquifère côtier, qui est partagé avec Israël. Et donc les problèmes de l'eau à Gaza même, c'est qu'il y a des pompages excessifs dans l'aquifère côtier par Israël et par la Palestine, du côté palestinien. Et comme le niveau de la nappe baisse, ça fait des intrusions salines et donc l'eau se salinise et est de moins en moins propre à la consommation. Sans traitement. En Israël, ils peuvent se payer du dessalement et à Gaza, non. Il y a aussi une pollution à Gaza urbaine et agricole à cause de l'énorme densité de population. Et puis depuis 3 ans, donc tous ces problèmes sont exacerbés par la guerre, destruction des pompages, d'eau qui n'était de toute façon plus vraiment douce, des infrastructures d'assainissement. Maintenant, les gens utilisent des latrines, il y a des décharges sauvages, etc. Enfin, c'est catastrophique. Et Ashraf travaille là-dessus. Et son projet au programme PAUSE, c'était post-conflict, enfin je vais traduire en français, donc c'était risque de contamination des eaux souterraines après le conflit, risque et solution. Voilà. L'idée, c'était d'analyser l'état des lieux après la guerre, enfin maintenant et après la guerre, et puis de proposer, sur une base rationnelle et scientifique, des solutions à un problème qui est évidemment énorme. Donc on a soumis sa candidature en septembre 2025. On avait un financement de son salaire par des collègues belges qui avaient encadré sa thèse. Et puis la réponse qu'on a reçue en janvier, je vous laisse lire la première partie. Mais donc
Le comité scientifique trouve que son projet est très bien, son dossier aussi. Toutefois, le statut de lauréat qui lui permettrait d'avoir son visa pour venir en France ne pourra lui être accordé officiellement et sous réserve des contrôles de sécurité qu'une fois les conditions d'évacuation réunies. Mais alors là, c'est le serpent qui se mord la queue, vous comprenez bien. Ashraf m'a écrit cette semaine pour me dire que la ligne jaune qui réduit comme peau de chagrin le territoire où les Palestiniens ont le droit d'habiter est maintenant à 500 mètres du domicile provisoire qu'il avait réussi à occuper. Et donc il va devoir bouger encore. Et je ne sais plus vers qui me tourner pour lui et les 50 autres chercheurs gazaouis et leurs familles qui sont bloqués là-bas. Donc si vous avez des idées, je suis tout à fait preneuse. Merci. Bravo. Merci beaucoup Agnès pour cet exposé qui est au cœur de notre sujet, hein, science et démocratie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou est-ce que... Oui. La gestion de l'eau en France, elle est surtout privée ou surtout publique? Quel est l'état à l'heure actuelle il y a la Veolia, la Française des eaux, il y a la gestion publique dans certaines communes, y compris les communes de droite. Où on en est là? Alors en termes d'approvisionnement en eau potable, c'est largement privé en fait. Donc c'est des délégations de services publics avec Veolia et Suez. Je sais, j'ai pas les chiffres là, je peux pas vous les dire. Il y a un retour en grâce des syndicats communaux. Hein, c'est le cas à Paris par exemple depuis plus de 10 ans. C'est le cas à Grenoble, dans les communes, donc dans certaines communes qui ont été avec des maires écologistes. Mais la majorité, je pense, des communes restent en délégation de services publics avec des entreprises privées. Et donc, à l'extérieur de la France, dans certains pays, c'est le public qui l'emporte dans certains pays, le public l'emporte sur le privé? Je ne crois pas. Et puis il y a tous les endroits où de toute façon il n'y a rien. C'est la majorité, la moitié au moins des habitants du monde n'ont pas accès à de l'eau au robinet potable. Deux questions ici. On y va vite. Vous avez indiqué que les prélèvements pour refroidissement des centrales nucléaires faisaient 50% des prélèvements en eau. Est-ce qu'il s'agit d'évaporation ou il s'agit de refroidissement simple? Alors les deux, mais principalement de refroidissement par conduction, ce qui fait que ça n'est pas un secteur extrêmement consommateur. Voilà. Vas-y. Mais il faut quand même avoir suffisamment d'eau dans les rivières pour réaliser ce refroidissement qui réchauffe la rivière. Et typiquement sur la Loire, où il y a 4 centrales l'une après l'autre, la plus à l'aval risque dans les années qui viennent d'avoir des petits soucis. Merci beaucoup. Une mini-suggestion sur votre inconvénient de l'agriculture financière. Vous pourriez dire destructivité, parce que c'est vraiment destructif. Ou dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. Voilà. Et ma question, elle est par rapport à ce que vous avez... J'espère qu'elle ne sera pas prise comme trop personnelle. Ce que vous avez appelé dissonance cognitive, ce qui a rapport, si je vous entends bien, avec votre révolte. Voilà, que je partage d'une certaine manière. Mais comment vous comprenez justement le fait que ce truc-là n'est pas partagé par celles et ceux que vous avez cités? Est-ce que c'est qu'ils sont ignorants? Est-ce qu'ils sont bêtes? C'est possible. Des fois, on a l'impression qu'ils sont complètement cons. Est-ce qu'ils sont méchants, au sens c'est des brutes? Monsieur Rousseau est une brute. J'aimerais pas me trouver au coin du bois avec lui en colère contre moi. Moi, je l'ai vu dans l'espace public, etc. Donc, est-ce que... Enfin, vous voyez, ils sont bêtes, ils sont méchants, ils sont ignorants. Je vous ai dit leurs études que j'ai trouvées sur Wikipédia hier. Mais au fond, si on prend les choses positivement pour vous, votre sensibilité, c'est parce que vous êtes savante ou alors vous êtes savante. Mais où est-ce qu'il y a autre chose? Il y a les deux. Mais je pense que... Alors,
à chaque fois, je pense, sur ces problèmes-là qui touchent non seulement à la science, mais à notre vie, on les double en soi. Donc, et eux, c'est pareil. Donc, je suis savante, mais avec les limites de tous les savants. Ce que je sais m'aide à me faire mes convictions. Et eux, c'est pareil. Et ce qu'ils ne savent pas, aussi, ça les aide à se faire leurs convictions. Et ça, c'est un problème. Donc, on revient à ce que disait Jean précédemment. Le partage du savoir me semble important. Et Madame Genevard, je ne sais pas comment lui envoyer mes petites analyses, mais il serait bien qu'elle les lise. Mais d'un autre côté, pour qu'elle les lise, même si on lui donne à lire, il faudrait qu'elle veuille les lire, ce dont je doute en fait. Je crois que nous allons laisser la parole à Morgane, en remerciant. Morgane Gonon est économiste à la CIRED, c'est-à-dire au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, et à AgroParisTech. Elle s'intéresse aux mécanismes de financement de la biodiversité dans les rapports Nord-Sud, et elle va parler de l'articulation des savoirs écologiques économiques et de leurs implications normatives dans ton domaine de compétences, si je comprends bien, qui est celui des crédits et des pactes. Je vais être un peu plus générale que ça. Merci beaucoup. Merci à l'Union rationaliste pour son invitation également. Et merci à Alice pour l'exposé, c'était vraiment passionnant. Donc moi, effectivement, j'ai intitulé mon intervention « Quel rôle pour les savoirs économiques dans la définition des politiques et mesures écologiques ?» Et mon objectif aujourd'hui, c'était d'aborder avec vous le programme de recherche que s'est attribué, s'est assigné l'économie comme discipline face à la crise écologique, et en particulier l'articulation de la pensée économique avec à la fois les sciences de la Terre d'un côté et la décision collective ou publique de l'autre. Et donc l'idée, c'est pas forcément de discuter rationalité scientifique et irrationalité de la décision politique, c'est de discuter de la production d'un savoir, en l'occurrence le savoir économique, à l'articulation de ces deux mondes, disons. Je précise, mon propos va concerner les champs de l'économie de l'environnement, économie des ressources et économie écologique en particulier, et je vais appeler ça les pensées économiques de l'environnement, et c'est un terme d'Olivier Godard, qui est un économiste français aujourd'hui à la retraite. Et donc je précise ça parce que Philippe Léger, j'imagine, parlera de la discipline économique dans son ensemble. Donc voilà, mon propos s'intéresse particulièrement aux économistes qui se sont intéressés ou qui s'intéressent à la ressource naturelle, aux écosystèmes et au climat. Donc depuis une trentaine d'années, ces économistes, ils ont tenté de mieux intégrer les savoirs biophysiques dans le raisonnement économique pour justifier la préservation écologique et calibrer l'action écologique en faveur de la préservation de la biosphère. Et je pense que ces deux verbes, donc justifier et calibrer, ils sont particulièrement à propos pour résumer ce programme de recherche. C'est-à-dire que l'idée, c'était de substituer un argument économique à un argument écologique. C'est rentable de faire quelque chose, et je reviendrai sur ce point, c'est rentable de préserver. Et de calibrer, de donner une idée d'un juste effort à un moindre coût pour l'action écologique. Ces travaux, ils ont été menés depuis les années 70, on pourra reparler de ce contexte d'émergence, et ils ont mené à une transformation des représentations que la science économique a de son propre objet, donc l'économie. Et avec ces travaux, les économistes, et je m'inclus dedans, on est sorti d'un phénomène purement subjectif, centré sur la valeur, sur le prix, et on a commencé à intégrer à divers degrés une reconnaissance des interactions entre les sociétés humaines et leur environnement. De manière très rapide, on prend en compte, et ça reste exploratoire, les dynamiques des ressources, les dynamiques des populations animales, les flux de matière, leur transformation, pour comprendre l'économie. Et ça a été une évolution importante du savoir pour compléter les modèles, compléter les outils économiques. Bien sûr, c'est pas diffusé largement au sein de la discipline, mais quand même ça l'a modifié de l'intérieur. Et si je prends peut-être un rapport de Parthas Gupta, qui est un économiste des ressources, qui avait levé la voix contre le Club de Rome et le rapport Meadows dans les années 70, et qui en 2021 a publié une revue demandée par le Trésor, par le ministère des Finances britannique, le Trésor britannique. Il a publié un rapport sur l'économie de la biodiversité où il écrit texto que la croissance illimitée
il est incompatible avec les contraintes du système Terre, donc une évolution de sa position très marquée entre les années 70 et nos jours, et aujourd'hui. L'argument que je défends aujourd'hui, c'est que cette interaction entre l'économie et les sciences du système Terre ou les sciences de la Terre, à travers une information matérielle, une information biophysique, à travers l'exploration de nouveaux concepts, de nouveaux modèles, elle n'est pas tout à fait suffisante, en tout cas il reste des choses à faire, pour l'articuler efficacement à la décision collective ou publique. Et l'hypothèse de cette insuffisance ou de ses limites, enfin ce qui explique ces insuffisances ou ces limites, c'est un mauvais positionnement ou un mauvais usage de la rationalité utilitaire de l'économie. Et je vais développer ce point dans ma présentation, et je précise aussi que ce que je vais développer là aujourd'hui, c'est tiré d'un travail en cours avec du coup Hugo Monneron-Dupin, qui est doctorant en philosophie ici à l'ENS et également dans la salle. Donc, je reprécise mon propos, les pensées économiques de l'environnement dont j'ai parlé, elles se sont constituées depuis les années 70 autour d'un double mouvement. Au début, elles ont commencé par encastrer l'économie dans la biosphère. Donc c'est vraiment reconnaître que les flux économiques sont des flux matériels, qu'on a besoin d'énergie et de matière pour fonder une croissance. De l'autre, c'est valoriser cet encastrement, et c'est particulièrement de ça dont je vais parler, au sens large de valoriser, c'est-à-dire qu'on traduit des contraintes biophysiques en signaux décisionnels utilisables par les agents et les gouvernements. Un prix, un risque, un service, une dépendance, etc. Vous entendez ces chiffres tout le temps, on évalue à 50% la part du PIB mondial qui dépend de la biodiversité, comme si le fait que 420 millions d'hectares de forêt, ont disparu en 30 ans ne suffit pas. Il faut expliquer en PIB, il faut expliquer en chiffres, en prix ce que ça coûte. Donc ces calculs, ils ont d'abord une fonction de plaidoyer. L'économie, elle répond à la question, ce que je disais, pourquoi préserver ? Et en ça, on le reconnaît, elle répond à une attente sociale, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir, on veut convaincre aussi par cette rationalité économique. Dans l'économie, ensuite, ce qu'elle fait, c'est ce que je disais sur elle calibre, elle quantifie le juste effort. Donc l'idée, c'est d'avoir un seuil, un rendement maximum durable, un seuil d'émission optimale, etc. Donc simplement pour dire, d'accord, si la biodiversité est responsable de 50% du PIB, alors pour maintenir l'exploitation, on va devoir réduire notre activité économique de temps, pour préserver plus longtemps, etc. Donc c'est ce qu'on demande à l'économie, c'est de, disons, estimer un juste effort qui nous coûte le moins possible pour arbitrer là-dessus. Donc on demande à l'économie de devenir l'arbitre de la gestion des ressources, finalement. Et pour ça, elle a besoin de sortir de son domaine de son compétence. Elle a besoin de sortir de ses modèles, elle a besoin d'intégrer de nouveaux objets, de nouvelles données matérielles, environnementales, spatialisées, etc. Elle donne une valeur sociale aux espèces, elle calcule le coût d'une augmentation des températures et autres. Bon. Le problème, c'est que les racines de la crise écologique, elles sont humaines, elles sont financières, elles sont économiques, elles sont... elles sont dans les objets de l'économiste, des objets que l'économiste manipule depuis des décennies, là où on les attend, c'est-à-dire dans l'inflation, dans les prix, dans le système financier. Et le fait d'hybrider l'économie avec des données biophysiques ou avec une contrainte matérielle, ça ne suffit pas à informer le comment, c'est-à-dire ça ne suffit pas à dire de quel prix on a besoin, de quelle institution on a besoin, quelles sont les transformations de l'emploi, les conséquences inflationnistes des changements. Et si je parle par exemple de l'interdiction des néonicotinoïdes dont Agnès parlait tout à l'heure, dire que les pollinisateurs rapportent tant à l'économie parce qu'ils font un service, c'est bien. Dire qu'est-ce que ça veut dire économiquement en France ou pour son commerce de sortir de la filière de la betterave qui en utilise tant, de réorienter ses emplois, de changer le contenu de la balance commerciale ou des exports et de compenser les pertes pour les agriculteurs, c'est encore autre chose. Donc l'économie ne se met pas au service de cette transition, elle montre juste une sorte de bien fondé économique et en plus sans prendre en compte tous les scénarios contrefactuels, on pourra en parler. Ça soulève donc cette idée de demander à l'économie de justifier une préservation écologique, ça soulève de gros problèmes conceptuels. Le premier, c'est de devoir justifier économiquement une action écologique qui est par nature rarement rentable. Si je force le trait, ça voudrait dire qu'on est obligé de reconnaître, pour passer, disons, d'une reconnaissance d'une dépendance écologique de l'économie à la modification d'un arbitrage en faveur de la préservation écologique, pour faire ce pas-là, c'est-à-dire on doit montrer que la préservation doit être plus productive que l'exploitation de la ressource dans le temps.
C'est-à-dire que si c'est rationnel économiquement de préserver, alors il est plus productif de préserver que d'exploiter. Et on se rend bien compte que c'est paradoxal. La seule manière de résoudre ce paradoxe, c'est à long terme. Et ça, c'est vrai que les économistes l'ont bien montré. On va dire qu'on pourra exploiter une ressource plus longtemps si on l'exploite moins. Mais c'est rarement l'échelle d'un décideur, c'est rarement l'échelle d'un politique. Et donc, l'économie se perd dans cette justification, plutôt que de servir la mise en œuvre des objectifs écologiques, ce que je veux dire. Je vais sauter un petit peu ça. Donc voilà, il fait ce raisonnement, demander aux économistes de dire que c'est rentable de préserver la nature ou de préserver la biodiversité, c'est finalement, ça fait disparaître la conflictualité inhérente à ces deux objectifs, maintenir une production économique et préserver les ressources. Et en annulant cette conflictualité, on entrave la crédibilité finalement des informations économiques sur les choix de société qu'on a à faire. Et donc c'est ça qui est particulièrement important dans cet agenda de recherche. Ensuite, donc ça c'était vraiment sur la justification. Dans le fait de calibrer le juste effort, le juste coût, il y a une première limite qui est d'abord scientifique, c'est les systèmes environnementaux sont non linéaires, on a des seuils, on a des points de non-retour, vous le savez plus que moi, et donc l'idée d'un ajustement marginal d'une quantité qu'on pourrait comme ça prélever en moins et ça permettrait de garder la ressource plus longtemps, c'est juste incompatible avec ce qu'on sait des dynamiques des ressources. Bon, ça c'est un premier point. Mais ça ne veut toujours pas dire que même si on arrivait à définir un quota d'exploitation de la ressource en moins, etc., à disons, contrôler une forme de réduction de l'extractivisme, disons, l'économie ne nous dit toujours pas comment faire. Donc ce que je disais avec la filière des betteraves tout à l'heure, avec quelles conséquences sur le commerce international, avec quel outil est-ce qu'il vaut mieux faire un marché carbone, comment on indemnise les agriculteurs, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, je voulais juste continuer mon propos par vous proposer un autre agenda de recherche pour l'économie. Donc d'habitude, je le fais devant des économistes. Là, pour les non-économistes, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on attend des économistes. C'est-à-dire quelle information on a besoin, de quelle information économique on a besoin pour conduire la transition. Est-ce que c'est la valeur des choses ou est-ce que c'est plutôt des outils? Et pour cet agenda de recherche, je vous propose du coup de faire cet exercice avec moi, de distinguer une finalité écologique, donc par exemple la sauvegarde des pollinisateurs, et une cible normative, par exemple l'interdiction des néonicotinoïdes. Et de recentrer l'économie sur son rôle instrumental pour atteindre la cible normative, la suppression des néonicotinoïdes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est important finalement de dégager d'une certaine manière la fin et les moyens et de concentrer l'économie sur les moyens, sur l'aval de la fixation d'une cible normative. Si on décide que l'interdiction des néonicotinoïdes, c'est pas ce que l'économie doit faire valoir, c'est la donnée d'entrée, et puis l'économie intervient en aval pour analyser les conséquences socio-économiques des mesures, leurs effets distributifs, les coûts à réduire, les politiques complémentaires, etc. Je souligne 3 implications à ce programme, et puis ensuite, si vous avez des questions, j'y répondrai. La première, c'est de reconnaître que le calcul économique ne va pas pouvoir trancher tous les arbitrages politiques et normatifs liés à la transition écologique. Pour le dire autrement, à une même finalité écologique, donc la préservation des pollinisateurs, il y a une pluralité de cibles normatives possibles. On peut interdire les néonicotinoïdes, on peut instaurer des corridors écologiques, on peut réformer les assurances agricoles, on peut interdire des pesticides, on peut dépolluer les cours d'eau, etc., etc. Il n'existe pas de traduction unique du biophysique dans le social, et l'économie ne résout pas cette traduction. Et donc reconnaître la pluralité normative, c'est mettre la délibération politique au carrefour de l'interaction entre information biophysique et économique. Donc on ne demande pas à l'économie de directement sortir un objectif politique de l'information matérielle, par contre on lui demande d'éclairer la décision collective. La deuxième implication de cet agenda de recherche, c'est dans l'usage de la rationalité utilitaire en économie. Donc le fait qu'on a toujours besoin de la rationalité utilitaire de l'économie, donc pour dire classiquement le calcul coût-bénéfice, la rentabilité, etc. Mais pas en amont dans la définition d'une cible, est-ce qu'on ferait bien de préserver les ressources naturelles? Oui, non, coût-bénéfice, blabla. Mais dans le comment. Donc est-ce que ça vaut plutôt le coût de le faire, ou qu'est-ce qui est le moins cher entre indemniser les agriculteurs sur une transformation des modes de production, quelle reconversion des terres par rapport à une transformation de la consommation par exemple, etc. Donc c'est la différence entre une rationalité substantielle au sens de Herbert Simon, donc l'économiste
économistes qui définissaient fin et moyen dans le même mouvement, et une rationalité procédurale où on découpe fin et moyen et où on met la rationalité utilitaire au service des moyens. La dernière implication de cet agenda de recherche, qui est donc un peu différent de ce que les économistes font d'habitude, c'est le problème de l'arbitraire. Parce que quand je présente ce programme aux économistes, la première réponse, c'est oui, mais la mesure politique est arbitraire. Donc, interdiction de néonicotinoïdes, oui, mais pourquoi, comment on la justifie, etc. Je pense, et vous serez sûrement d'accord avec moi, que la cible normative, elle est ancrée dans un savoir scientifique, et c'est complètement ce qu'Agnès disait. Elle est ancrée dans un savoir sur la biosphère, elle est ancrée dans un savoir écologique, biologique, ou par des hydrologues, etc. Qui met en évidence que la disparition des pollinisateurs est liée aux néonicotinoïdes. Donc cette cible, elle est fondée scientifiquement, mais elle n'est pas fondée par les économistes. Il est ensuite soumis à une délibération politique, donc cette cible, ou ce besoin, mais ce n'est pas réductible au calcul économique, c'est pas là où l'arbitrage intervient. Et donc dans l'analyse économique de ces conséquences, c'est là que l'analyse économique va venir comme un savoir en retour pour itérer la norme et la cible. Donc l'économiste n'est pas l'auteur de l'objectif, il est un des acteurs du processus d'étayage réciproque entre la norme et son évaluation. Et donc c'est là la réponse à l'arbitraire, il n'y a pas d'arbitraire, mais un découpage et un réordonnancement des formes de savoir. Voilà, donc je voulais juste terminer là-dessus, donc sur la prétention de l'économie à fonder l'action écologique, à dire qu'elle est rationnelle, à dire qu'elle est rentable, aux côtés des sciences de la Terre, donc d'une certaine manière se substituer à ces sciences-là pour définir un objectif écologique. Ça a justifié un changement des représentations qui est valable, qui a fait avancer la compréhension de l'économie et notamment de sa base matérielle, mais qu'aujourd'hui, une science économique qui se met plutôt au service de l'atteinte de ses objectifs, c'est peut-être là où elle est la plus utile, et à la fois rétablie dans son rôle vis-à-vis des sciences de la Terre et vis-à-vis de la décision collective. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions, dites. Merci beaucoup. Oui, je disais à Morgane qu'elle s'est bien battue avec cette question difficile. Vraiment. Est-ce qu'il a été calculé ce qui se passerait si on se tournait vers une culture biologique de la betterave? Eh ben, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé que ça a été calculé, justement parce que vraiment ça peut paraître étonnant, mais les ces scénarios de transition et l'évaluation des coûts liés aux scénarios de transition complexe, c'est assez peu fait. Donc il y a des coûts d'agroécologie, mais généralement c'est plutôt calculé à la parcelle, etc. Ça prend rarement en compte, par exemple, la compensation des agriculteurs, les programmes de reconversion, les conséquences sur le commerce national ou européen. Et donc en fait très peu. Et il y a d'autres transitions comme ça. Alors agriculture c'est quand même assez étudié, sur la betterave j'ai pas trouvé pour être honnête, mais peut-être que ça existe. Il y a d'autres transitions qui sont très peu étudiées, et notamment moi, quelque chose qui me choque toujours, c'est les plastiques. Donc qu'est-ce que ce serait une chaîne logistique sans plastique? Quel impact sur le commerce international si on limite les capacités d'exportation, les effets des circuits courts et autres? Ça on ne trouve pas. On ne trouve vraiment aucune évaluation des coûts de ces transformations-là. Et donc le fait de produire cette connaissance-là, c'est vraiment important. Pour la betterave, j'ai pas de réponse. Super. Ça serait un projet formidable. Je m'y ai. Est-ce que le problème qui est bien réel que vous soulevez sur l'incapacité de mesurer à long terme l'économique et le politique n'est pas lié justement à cette question de long terme? Parce que le politique ne va jamais raisonner sur du long terme, alors que l'économique et nos vies devraient raisonner sur 100 ans. Et donc cette prise en mesure possible par l'économique, parce qu'on utilise des systèmes d'inflation, d'actualisation, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas réconcilier les deux, peut-être. Oui, alors c'est une piste. Après, du coup, l'économie, elle a plusieurs réponses à la question du long terme. Donc, effectivement, il y a le taux d'actualisation, il y a celle du progrès technique, de la capacité de substitution. Donc, c'est des hypothèses qui nous permettent de dépasser certaines contraintes qu'on voit comme immédiates. Dans le cas des ressources et de la durabilité, je pense quand même que ce long terme, il sert justement ce que je vous essayais d'expliquer, à concilier, en fait, ce qui est inconciliable, c'est-à-dire la poursuite d'un profit et la préservation d'une ressource. C'est-à-dire qu'on se réfugie de nos long terme pour montrer que dans le fond, ça va dans le même sens. Et donc, d'une certaine manière, c'est vrai, enfin, je veux dire, je remets pas en cause cet argument-là, mais je pense qu'il est inutilisable politiquement par rapport à plein d'autres. Mais tout à fait, on a ce grand débat en économie du climat sur le taux d'actualisation, en disant, en fait, si on prend une durée plus longue, si on donne plus de poids aux générations futures, on va trouver
un coût, un réchauffement optimal plus bas, etc. Mais on cherche toujours ce réchauffement optimal plutôt que de chercher le comment. Et c'était vraiment ça le point de mon exposé. Merci. Merci. Question, s'il vous plaît. Ici. Oui. Merci pour votre présentation. Alors, à titre personnel, je suis commissaire aux comptes et une partie de mes activités consiste à certifier des informations en matière de durabilité. À partir du moment où les entreprises dépassent certains seuils, ils sont obligés de présenter un rapport de gestion concernant notamment des informations sur l'environnement. Si je me souviens bien, c'est issu du Green Deal, du pacte 2019, il me semble, il y a quelques années. Et un des effets, ça a été ça. Que pensez-vous, de manière très libre, de ça? On nous reproche souvent que c'est juste un peu de greenwashing, etc. Alors nous, on vérifie quand même, on fait des travaux, alors on n'est pas des scientifiques, etc. Mais voilà, qu'en pensez-vous? Merci. Je vais faire une réponse très, on va dire, disons personnelle, mais c'est facile de dire que c'était du greenwashing. Je pense que beaucoup de gens l'ont dit jusqu'au moment où la CSRD a été détricotée, tous les règlements européens ont été détricotés, on s'est rendu compte de ce qu'on perdait, quoi. Et c'est-à-dire que c'est sûr que ça résout pas tous les problèmes, c'est sûr que on n'organise pas seulement une transition écologique coordonnée de l'économie avec une information extra-financière. Par contre, on avait quand même des indicateurs pour fonder ensuite des normes qu'on est en train de perdre. Et donc, c'est un premier pas, pas suffisant. Mais voilà, de cette information-là découle plein de possibilités normatives qu'on est en train d'effacer. Donc, je pense que c'était quand même important. Il y a 2 commissaires aux comptes dans la salle. D'autres questions? Oui, Ali. J'ai eu le sentiment, quand vous parliez des pollinisateurs qu'il fallait conserver, que vous aviez quand même derrière une esquisse déjà de recherche, puisque vous avez évoqué plusieurs solutions. Et j'ai eu le sentiment que si, dans une discussion un peu polémique où les uns veulent les détruire au nom de l'agriculture et les autres les préserver, vos éléments pourraient quand même pacifier le débat et permettre que les gens se rencontrent. Alors, est-ce que vous avez une référence à nous donner, qu'on aille regarder, ou si c'est trop tard pour le détailler maintenant? Je vais faire vite. Alors non, j'ai pas de référence, et justement, je fais un point. Alors, il y a un seul travail, du coup, ça va répondre à votre question ici. Il y a un seul travail que je connais sur vraiment ces questions économiques qui a été conduit par la Banque de France sur ce qu'on appelle le risque de transition à la transformation à un usage modéré des pesticides et des OGM. Mais c'est un document qui est resté interne. Donc, on comprendrait pourquoi. Donc sinon non, mais par contre un point très important de votre question, je pense, c'est cette histoire de pacifier le débat, parce que je pense que c'est très vrai. Donc je prends souvent cet exemple des néonicotinoïdes et des pollinisateurs, parce que les pollinisateurs, c'est vraiment le marronnier de l'économie de l'environnement. Ça fait 50 ans qu'on nous explique que les abeilles, elles sont importantes pour l'économie parce qu'en fait elles pollinisent des fleurs, etc., etc. Donc on a des quantités de valeurs, de prix, de coût social des abeilles, etc. Et c'est pour ça qu'il faut les préserver. Et cette information, comme je disais, elle est importante, mais je pense qu'elle ne sert pas à pacifier le débat, parce qu'à la fin, on retombe sur le problème de quelles mesures politiques à mettre en face et autres. Et donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver à travailler sur des mécanismes et des instruments et de mettre les gens d'accord sur quelle dynamique assurantielle, sur la reconversion des terres et autres, et d'évaluer les conséquences économiques et les coûts à la fois agrégés et désagrégés, c'est-à-dire les perdants et les gagnants, de ce type d'option. Et je pense que notamment, voilà, si on met comme objectif cette pacification et cette procédure institutionnelle, on aura vraiment une autre forme de savoir économique. Bon, je suis en fin de thèse, il faut quelques années. Voilà. On vous encourage alors chaleureusement. Merci beaucoup. Alors, Philippe Léger est économiste, professeur des universités à Paris 1. Il enseigne à l'Institut des sciences sociales du travail. Au fond, votre objet d'étude, c'est le travail et la production. Et peut-être que je peux citer l'ouvrage que vous avez écrit sur Macron, le tournant. Un mauvais tournant. Ça, c'est un ouvrage collectif. Et le collectif auquel vous faisiez allusion, je n'en fais plus partie. Ah, c'est fini, les économistes. Vous n'êtes plus atterré. Je suis toujours atterré. Mais voilà. Très bien. Alors, vous avez choisi
comme thème, l'usage politique des discours et théories économiques. Merci beaucoup pour la présentation, merci pour l'organisation du colloque et merci pour cette invitation à y participer. Donc je me présente très rapidement, comme il a été dit, je suis économiste. Ma spécialité d'origine, c'est l'histoire de la pensée économique, même si j'ai beaucoup diversifié mes recherches depuis ma thèse. Et alors, contrairement à ce qui a été dit, mais je n'avais pas donné le sous-titre de mon intervention, donc c'est normal, par l'intervenante précédente, je ne vais pas, ça serait trop ambitieux, et puis de toute façon, je n'aurai pas le temps, traiter de façon générale de l'usage politique des discours et des théories économiques, et donc vous exposer ma vision des théories économiques de façon générale, mais une illustration dans un domaine différent des deux interventions précédentes, puisque mon illustration concerne le projet de loi travail, plus communément, même si de façon erronée, surnommé le projet de loi El Khomri, du nom de la ministre de l'époque, hein, et donc cette fois-ci pas de l'économie de l'environnement, mais de l'économie du travail, du code du travail et d'un certain nombre de questions qui y sont liées. Alors il s'agit d'une loi qui a fini par être adoptée le 8 août 2016, après un conflit important qui a provoqué de profondes divisions politiques. Le projet de loi il a porté différents noms, hein, notamment projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés, de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Et c'est une loi qui a eu des conséquences importantes, hein. Il y a des enjeux assez lourds, puisque, par exemple, suite à l'adoption de cette loi, un accord d'entreprise peut être validé par référendum à condition qu'il ait été signé par l'employeur et des syndicats représentant au moins 30% des suffrages exprimés. Donc il y a un moyen de contourner les syndicats majoritaires dans une entreprise avec ce dispositif. Un accord d'entreprise également peut fixer un taux de rémunération des heures supplémentaires inférieur à ce qui est prévu dans l'accord de branche, pourvu qu'il y ait au moins 10% de majoration. Il peut aussi augmenter la durée du temps de travail sur 12 semaines, même si un accord de branche plus favorable aux salariés existe. Et puis, ce qu'on appelle les accords de préservation et de développement de l'emploi peuvent primer sur le contrat de travail, c'est-à-dire qu'à partir de cette loi, le salarié ne peut plus se prévaloir de son contrat de travail pour dire ce que vous venez d'adopter est moins favorable et contraire à ce qu'il y a dans mon contrat. S'il refuse ce type d'accord, les accords de préservation ou même de développement de l'emploi, donc justifiés par une situation, par des difficultés ou des difficultés hypothétiques à venir en matière d'emploi, eh bien, s'il refuse cet accord, il peut être licencié avec un motif dit spécifique. Voilà. Ce sont quelques exemples hein, pour vous faire toucher du doigt, vous montrer qu'il y a des enjeux importants. Et donc j'ai mené une enquête sur le sujet avec un certain nombre de questions, notamment comment un tel projet de loi a-t-il pu être produit, hein. Il faisait l'unanimité syndicale contre lui quand l'avant-projet de loi a fuité, il n'y avait pas une seule organisation syndicale qui le soutenait. Il ne figurait pas au programme du candidat Hollande avant son élection. Il déclenchait en quelques jours une manifestation d'1 demi-million de personnes et, je pourrais ajouter, il a fait d'une certaine façon, en augmentant le nombre de frondeurs, c'est le terme qui était employé à l'époque, hein, petits groupes au sein de la majorité qui préexistaient à ce projet de loi, mais il leur a donné beaucoup plus d'importance, ça a fait éclater la majorité, et c'est finalement ce qui a rendu impossible pour François Hollande de se représenter après son quinquennat, et c'est un peu en quelque sorte des décombres de ce champ de bataille qu'est né Emmanuel Macron. Donc voilà, tout simplement, comment est-ce que ce projet de loi a été produit? Alors bien sûr, on peut dire il y a de l'ignorance, il y a de la bêtise, il y a toutes sortes d'hypothèses qui ne sont pas très satisfaisantes, hein, et donc j'ai voulu essayer d'aller regarder concrètement en menant une enquête. Et puis aussi, deuxième volet, comment le contenu a été décidé et légitimé. Donc ici, plus une analyse des discours. Et notamment, j'étais frappé
cette année-là, en 2015-2016, par l'instabilité du discours autour de ce projet de loi, par ses promoteurs. C'était assez évident, et donc j'ai voulu objectiver un peu les choses, analyser un corpus de discours. J'en ai publié un petit ouvrage, donc vous voyez ici la couverture, Production et légitimation d'une réforme, le projet de loi travail, donc publié aux éditions du Croquant, qui combine donc deux méthodes d'enquête. D'une part, je le disais, un corpus constitué des discours publics du président, de 4 membres du gouvernement et d'une série d'articles, d'ouvrages et de rapports d'experts publiés ces années-là, en 2015-2016. Et puis la réalisation de 15 entretiens semi-directifs avec des acteurs clés et des témoins de la production du projet de loi. Donc ma position elle est un peu ambivalente parce que je suis économiste et qu'il s'agit ici plutôt d'une approche socio-économique assez proche de la sociologie politique. On pourra y revenir si vous voulez. Un point important, c'est qu'une réforme elle est préparée dans l'atmosphère de la réforme précédente, et qu'en fait il y a une forte dépendance au sentier. On se rend compte très vite en discutant avec les acteurs que la compréhension des faits sociaux qui sont supposés constituer un problème public à résoudre, elle est très orientée par les politiques, les réformes en fait, qui ont été précédemment adoptées. Et donc, il y a très souvent l'idée chez les acteurs que la dernière réforme a laissé un morceau du problème non résolu et que nous, on va faire une réforme un peu différente, en réfléchissant bien sûr normalement à la capacité à faire adopter cette réforme. D'où la question de la légitimation de la réforme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, il y a des choix qui, certes, ne sont pas nécessairement verrouillés par les choix passés, mais qui sont influencés par un cadre cognitif, par des institutions, des conventions qui structurent les interactions entre les agents. La question que je voudrais aborder ici rapidement avec vous, c'est notamment quelle influence des théories économiques dans ce processus. La phase préparatoire, elle est très importante, puisque c'est là que se noue en premier le rapport entre le politique et l'économique. D'abord, tous les acteurs qui soutiennent ou qui critiquent à l'époque cette réforme soulignent la continuité entre ce projet de loi et les réformes précédentes. Ce que je décrivais à l'instant, ça touche à la place de la négociation collective dans le droit du travail. Et ça, c'est une question récurrente au moins depuis 82, depuis les lois Auroux. Et puis, de façon plus proche, il y a eu de multiples réformes du marché du travail sous Sarkozy, donc dans le quinquennat qui précédait, et avec notamment un projet inachevé, parce qu'on ne mène pas une grande réforme du Code du travail à 3 mois d'une élection, et c'est ce qu'il a essayé de faire ou fait semblant de faire, je ne sais pas. C'était l'adoption d'un nouveau type d'accord collectif présenté comme une réponse à la crise économique de 2008. Le chômage a beaucoup augmenté, énormément augmenté même en France à partir de 2009, et il était encore élevé à la fin du quinquennat. Et en même temps, cette réforme elle a une place singulière dans l'histoire des réformes françaises du marché du travail, puisque d'un côté, il se dégage une tendance à accorder plus d'importance à la norme conventionnelle issue de la négociation par rapport à ce qui est dans la loi, et de ce point de vue-là, le projet de loi travail est une expression de cette tendance, il y a une continuité. Et d'un autre côté, ce projet a semblé troubler le cours de cette évolution, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, il a fait l'unanimité des syndicats contre lui, il y a eu une opposition extrêmement vive, y compris en interne. Alors, ça a été préparé par une série de rapports. Le rapport le plus important, c'est le rapport officiel, celui qui a été commandé par le Premier ministre, le rapport Combrexel. Il a été remis au ministre le 9 septembre 2015, et Combrexel, c'est l'ancien directeur général du travail, DGT, qui a fait une longue carrière au ministère du Travail, qui a donc une très grande connaissance et légitimité sur ces questions-là. Il incarne, écrit un collègue, parfaitement la continuité des politiques du travail pendant toutes ces années. Mais, première curiosité, il y a 2 rapports qui sont, sur le même sujet, diffusés quelques jours plus tôt. Les acteurs racontent même qu'ils ont dû décaler de quelques jours la publication de leur rapport pour éviter de publier le même jour. Le premier, qui s'intitule « Sauver le dialogue social », a été publié le 2 septembre par l'Institut Montaigne, proche des milieux patronaux, et le second a été publié le 3 septembre par le think tank Terra Nova, il s'intitule « Réformer le droit du travail ». Et ces 2 rapports,
contrairement au rapport officiel, préconise notamment que le niveau du SMIC soit déterminé par un accord de branche. Quant à la commission Combrexel, elle avait un mandat précis, c'est la lettre de mission que le ministre adresse à Jean-Denis Combrexel, des propositions afin, je cite, de faire une plus grande place à la négociation collective et en particulier à la négociation d'entreprise. Donc le mandat, il est très précis. Je dirais qu'une partie des conclusions est préécrite dans ce sens. Ce qui interroge d'un point de vue démocratique quand on a effectivement une réforme qui ne figurait pas au programme du candidat et on convoque des experts en leur écrivant, disons, peut-être pas la conclusion, mais des grandes orientations de leur conclusion. Quant à la composition du groupe de travail, on peut noter qu'il y a une prédominance des juristes, ce qui est assez logique puisqu'il s'agit de toucher au code du travail, qu'il y a une sociologue et un seul économiste, que 5 membres de la commission exercent des activités dans les milieux patronaux, mais aucun n'est issu de la direction d'une PME. C'est une communauté d'experts qui se croisent régulièrement dans différents comités et séminaires. On peut retracer. Alors, ce ne sont pas, majoritairement, ce ne sont pas, en tout cas, ce ne sont pas tous des académiques. Ils peuvent avoir différents statuts. Les préconisations peuvent éventuellement, c'est une question qu'on peut poser, représenter un enjeu financier pour les membres de la commission qui occupent des fonctions patronales, mais aussi pour certains juristes qui exercent parallèlement à leur carrière universitaire le métier de conseil. Par exemple, une juriste de cette commission, que l'on retrouvera également dans la commission Badinter, est membre du comité scientifique du cabinet Capstan Avocats qui accompagne plusieurs milliers d'entreprises dans la négociation de leurs accords collectifs, intervient dans la préparation et la gestion des plans de restructuration et de réduction d'effectifs. Et quand on regarde les productions de ce cabinet, on s'aperçoit que en février 2015, donc quelques mois avant, ce cabinet publiait un manifeste pour l'emploi déplorant, je cite, que le droit social complique le quotidien des entreprises, estimant que le droit du travail doit devenir le droit de l'emploi. C'est vraiment une formule qui résume très bien les choses. Il formulait à cet effet 8 propositions. Les 2 premières étaient un droit du travail négocié en priorité au niveau de l'entreprise et l'instauration d'un voie référendaire comme alternative à la voie syndicale pour la conclusion des accords collectifs. Alors, je vais m'intéresser plus particulièrement au seul économiste de la commission. Il s'agit de Pierre Cahuc. Pierre Cahuc qui dispose de solides positions institutionnelles. Alors je crois qu'il enseigne à Sciences Po, qu'il est membre de l'IUF. Il est lié à différentes fondations, milieux patronaux. Il fait partie à la fois de la commission Combrexel et du groupe de travail de l'Institut Montaigne. Autrement dit, il contribue à 2 des 3 rapports qui sont publiés. Il est par ailleurs, alors je dis par ailleurs, ça a eu lieu 1 mois après l'adoption de la loi travail. Il est le co-auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Le négationnisme économique », ouvrage qui a été publié en septembre 2016, donc, dans lequel il critique ses collègues. Il critique des collègues, c'est-à-dire que ce terme, très, très fort, très polémique, de négationnisme, il l'applique aux collègues économistes qui ne pensent pas tout à fait comme lui. En particulier, alors il compare ces économistes qui, par exemple, ne sont pas d'accord avec lui sur les effets d'une réduction du temps de travail. Ça, c'est son obsession de toujours, mais il y a d'autres sujets. Il les compare au lobby du tabac, qui trafiquait des études scientifiques et essayait de semer le doute sur les effets du tabac sur la santé, etc. Et donc, ces collègues économistes qui adoptent éventuellement des méthodes différentes des siennes et en tout cas aboutissent à des conclusions différentes des siennes, sont taxés de négationnistes. Et j'ai oublié, très important, le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser ». Donc c'est quand même d'une violence voilà, très forte, et donc il s'agit du seul économiste de la commission. Alors sur un plan théorique, il est notamment l'un des principaux promoteurs en France du modèle Insiders-Outsiders, qui est un modèle qui date de 1988, Lindbeck et Snauer. Et ce modèle n'est pas seulement évoqué dans le rapport Combrexel, c'est une référence idéologique commune qu'on retrouve dans les 3 rapports. Selon cette vision, par exemple, si je cite le rapport de l'Institut Montaigne, les insiders restent aujourd'hui encore privilégiés aux dépens des outsiders. Donc les insiders, ce sont les salariés qui bénéficient de la stabilité d'emploi, qui ont un CDI.
Et éventuellement, aussi les insiders, ce sont les syndicats. Autrement dit, en protégeant les insiders, le droit social, je cite cette fois-ci l'autre rapport, renforce le nombre et la détresse des outsiders, dont il rend plus difficile l'insertion. Donc on voit ici, d'un côté, des privilégiés, de l'autre, la détresse des outsiders. Donc plutôt que d'imputer le chômage à la paresse, l'indolence de certains travailleurs, comme c'était le cas dans les théories plus anciennes, du moins dans le champ de l'économie dominante, et bien ici l'idée c'est que la détresse de certains salariés provient des privilèges d'autres salariés. C'est le fond c'est l'idée principale de ce modèle. Et le rapport Combrexel utilise aussi la mesure de la rigidité globale effectuée par l'OCDE. Donc ça n'est plus sur un plan théorique, mais empirique, ce qu'on appelle l'Employment Protection Legislation. Et il s'agit ici d'une quantification, puisque l'OCDE étudie en détail pour chaque pays la législation, les conventions collectives et la jurisprudence, pour quantifier les contraintes, alors c'est toujours du point de vue de l'employeur, hein, les contraintes qui s'exercent sur l'employeur au niveau des procédures de licenciement individuelles, des délais de préavis, des indemnités de licenciement, la difficulté du licenciement, etc. Et associer un chiffre, hein, un indice, à cette protection, hein, au caractère protecteur du droit local, du droit du pays. Et ce qu'explique le rapport Combrexel, quand il reprend cet indicateur, c'est que depuis le début de la crise, il s'agit ici de la crise donc de 2008, la France n'a pas beaucoup progressé dans la réduction de son niveau de rigidité. Donc implicitement, puisqu'il y a ici un caractère totalement normatif, hein, la rigidité induite par le droit du travail est néfaste, est une mauvaise chose pour l'emploi. Je cite encore, des progrès limités ont été accomplis dans la lutte contre la rigidité du marché du travail, dans le but de réduire l'incertitude, dans les litiges individuels liés à la réglementation sur le travail, etc. Alors il y a deux idées en fait sous-jacentes, qui sont deux idées omniprésentes chez une bonne partie des économistes. En tout cas, les économistes qui conçoivent l'économie comme une addition de marché ont souvent, c'est pas toujours le cas, mais ont souvent tendance à considérer ces deux idées. Donc la première, c'est celle selon laquelle l'équilibre implique le plein emploi. Si on était à l'équilibre, il y aurait plein emploi. Donc si on observe le contraire, le chômage, eh bien c'est que c'est le signe d'un déséquilibre. Donc quand on veut résoudre la question du chômage, eh bien ça revient à résorber un déséquilibre. Et puis, deuxième idée sous-jacente à ces raisonnements, c'est que la flexibilité, justement, elle engendre l'équilibre. Ce qui permet la tendance vers l'équilibre, c'est la flexibilité. Le problème, bien sûr, c'est que, sur un plan scientifique, cette idée n'est pas vérifiée. Elle n'est pas vérifiée ni théoriquement, donc le cadre le plus général dans la théorie dominante pour vérifier cette idée, c'est le cadre de la théorie de l'équilibre général à Rodebreu, inspiré de Léon Walras, et elle aboutit dans les années 70 à un résultat négatif, le théorème de Sonnenschein-Mantel-de-Breu, qui dit que la forme des demandes nettes peut être quelconque. Voilà, on ne sait pas, donc ce qu'on appelle le processus de tâtonnement n'est pas convergent, en règle générale, et donc on ne peut pas dire que plus de flexibilité implique davantage d'équilibre, enfin implique une tendance vers l'équilibre, et puis elle n'est pas vérifiée non plus empiriquement, si plus modestement on s'intéresse à un marché particulier, ici le marché du travail, et qu'on fait comme l'OCDE, qu'on cherche à quantifier la rigidité ou la flexibilité de ce marché, eh bien, certes, corrélation n'est pas causalité, ça a été rappelé tout à l'heure, mais ici on n'a même pas de corrélation. Il y a une absence de corrélation entre la rigidité du marché du travail ainsi mesurée et la variation du taux d'emploi. Alors bien sûr, l'unanimité des points de vue n'est sans doute pas sans lien avec la circulation d'un petit nombre de protagonistes au sein d'instances communes.
Les rapports de l'Institut Montaigne et Terranova utilisent toutefois des formulations plus radicales que le rapport officiel. Ce dernier revêt une importance particulière, d'abord du point de vue de la loi, hein, il permet de lancer un processus dit de concertation qui a été rendu obligatoire par la loi Larcher, et puis c'est une pièce essentielle de la légitimation du projet, et ça on le vérifie statistiquement dans les discours publics. Hein. Par exemple, il est cité dans 17 des 67 discours publics de Myriam El Khomri qui figurent dans mon corpus, dans 5 des 9 discours publics de Manuel Valls qui figurent dans mon corpus, etc. Donc c'est une référence extrêmement fréquente. Il s'agit d'abord de légitimer la réforme à venir, mais ensuite, à partir du 17 février 2016, il y a une fuite dans la presse de l'avant-projet de loi. Et là, il s'agit de gérer les conséquences de cette fuite et de faire face aux critiques issues d'un front syndical reconstitué. Par exemple, Manuel Valls, à l'époque, déclare « Laurent Berger approuve l'idée de la consultation des salariés. Il approuve l'idée qui était dans le rapport dit Combrexel que j'avais demandé à ce grand spécialiste du droit du travail que la négociation avec des accords majoritaires se fasse au niveau de l'entreprise. » Ça figure dans le rapport parce que, on l'a vu tout à l'heure, c'était dans la lettre de mission, c'était déjà écrit. Donc ça n'est évidemment pas très surprenant. Les deux autres rapports ne sont jamais cités par la ministre du Travail, ils ne sont cités qu'une seule fois par le Premier ministre, et c'est pour mieux valoriser celui-ci, c'est pour expliquer que ces deux autres rapports, je cite, alimentent le débat, mais je le dis, les recommandations visant à réduire les droits et les protections des salariés ne sont pas acceptables. Autrement dit, le rapport Combrexel, qui est moins radical, lui, est acceptable. Alors je vais passer très vite là-dessus. Il y a de multiples artisans à ce projet de loi. Là, c'est plus un aspect, je dirais, sciences politiques. Juste pour rappeler que les contours du projet de loi travail résultent notamment d'une lutte d'influence entre Bercy et Matignon, concurrence donc à l'époque entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Donc, je passe là-dessus pour finir sur les justifications. J'ai dit tout à l'heure, elles ont été mouvantes. Dans un premier temps, le futur projet de loi est présenté comme une simplification du Code du travail. Cet objectif figurait dans le document qui a été remis à la Commission européenne et dans le rapport Combrexel. Plusieurs syndicats dénoncent alors cet objectif, mais comme l'explique dans un entretien un ex-membre du cabinet, il y a eu beaucoup de démissions. Il y a une de ces démissions qui a été très médiatisée, le conseiller spécial de Myriam El Khomri, mais en réalité, il y a eu beaucoup de démissions du cabinet. Et ce sont bien sûr ces personnes-là que j'ai pu interroger, les autres ont malheureusement refusé. Le discours de simplification n'est pas très vendeur. L'argumentation est donc transformée en reliant le projet de loi à l'objectif de création d'emplois. Les deux explications qui sont fournies, c'est d'une part les attentes des journalistes, ils disent c'est ce que veulent les journalistes, et d'autre part celles des dirigeants politiques qui doivent légitimer la réintroduction de mesures qui devaient initialement figurer dans le projet de loi Macron 2. Et ce schéma de justification, il incorpore quelque chose qui a déjà été noté dans des études de sciences politiques sur plutôt les années 80, sur le fait que les acteurs politiques centrent désormais leurs préoccupations sur le nombre de chômeurs, ce qui a deux conséquences pour les services en charge des questions d'emploi. D'une part, une perte d'autonomie par rapport à Matignon, à l'Élysée, voire à Bercy, et d'autre part, une hausse du coût d'entrée pour un non-spécialiste. Et je retrouve ça, effectivement, c'est omniprésent dans les entretiens avec 3 anciens membres du cabinet. On peut imputer cette évolution aussi à la volonté de conjurer un échec, c'est ce que dit l'ancien conseiller de Myriam El Khomri. Le gouvernement sent, compte tenu de son échec sur le front de l'emploi, qu'une loi portant strictement sur l'organisation du travail serait insuffisante. La loi travail devient rapidement une loi emploi, dont l'objet, par les souplesses et la visibilité accrue qu'elle est censée apporter aux entreprises, doit faire baisser le chômage. D'une loi sur le dialogue social, elle devient une loi en faveur de l'emploi. François Hollande lui-même, dans l'ouvrage qu'il a publié après son quinquennat, c'est des entretiens qui ont eu lieu pendant le quinquennat et qui ont été publiés ensuite sous le titre « Un président ne devrait pas dire ça », souligne la confusion qui régnait lors de la remise du rapport Badinter. On ne savait plus ce qu'on faisait, si on faisait la réforme totale du Code du travail, si on voulait simplement ouvrir la négociation collective dans les entreprises, notamment sur les questions de temps de travail. Mais il n'attend pas de la loi une amélioration sur la situation de l'emploi. Je dis, je ne pense pas qu'elle va créer de l'emploi à court terme. Ce qui va créer de l'emploi, c'est toutes les mesures que nous avons décidées précédemment. Mais je pense qu'elle va être un exemple de ce que nous devons faire pour le modèle français. Et la ministre, Myriam El Khomri, rejoint systématiquement le discours présidentiel de préservation du modèle social jusqu'à ce que le projet soit enfin rendu public. Et là, devant faire face aux critiques et à la contestation, son discours évolue
Si la nécessité de préserver le modèle social demeure parfois évoquée, il est de plus en plus question d'en changer avec l'expression nouveau modèle qui devient récurrente et qui était totalement absente des discours antérieurs. Et c'est une mesure particulière, le compte personnel d'activité, le CPA, qui est mis en avant pour convaincre du caractère progressiste de la réforme. Avec le CPA, je n'hésite pas à le dire, nous posons les fondements d'un nouveau modèle social, celui du XXIe siècle. Quant à Emmanuel Macron, qui à l'époque n'est pas président de la République, il adopte une attitude plus radicale après sa démission du ministère de l'économie, survenue le 30 août 2016. Il dénonce alors, je cite, un modèle uniforme qui a fonctionné dans une économie en rattrapage après la guerre, mais qui est aujourd'hui épuisé. Il critique des normes qui créent une nouvelle forme de ségrégation. Donc voilà, c'est une forme encore plus radicale de discours qu'on peut relier au modèle que j'ai exposé précédemment. Et il annonce donc ségrégation entre deux types de salariés. Et il annonce le projet d'une nouvelle réforme du Code du travail constituant un basculement beaucoup plus radical. Chose qu'il fera dès son arrivée, c'est la première chose qu'a fait Emmanuel Macron. À l'été 2017, les ordonnances Macron prolongent, élargissent le contenu de la loi travail. Mais à l'automne 2015, dans la préparation du projet de loi, il n'a pas encore tout à fait franchi ce pas, et sa seule singularité, c'est d'être le seul à assumer pleinement le terme de flexibilité. Alors, ce terme de flexibilité, on ne le trouve pas chez les autres acteurs, alors qu'il figure dans 8 des 11 discours qui figurent dans notre corpus. Le discours d'Emmanuel Macron. Il n'apparaît que dans 2 des 67 discours de la ministre, et uniquement pour s'en démarquer. En revanche, le terme qui est sans arrêt utilisé, c'est celui d'adaptation. Pour résumer la philosophie de ce texte, dit Myriam El Khomri, je dirais que l'équation est simple, il n'y aura pas de souplesse sans négociation, et comme les entreprises ont besoin de souplesse, il y aura de la négociation et des accords qui seront équitables, et à défaut d'accord, les protections seront exactement au même niveau qu'aujourd'hui. Je vous ai cité quelques contre-exemples tout à l'heure. Cela signifie que tout le monde sera gagnant, les salariés, etc. Alors, tant que le projet de loi n'a pas été révélé par la presse, Myriam El Khomri n'annonce pas de réduction de la sécurité économique dont bénéficient les salariés en plein emploi, en contrepartie du rapport de subordination, devoir, c'est l'origine du droit du travail, devoir obéir à l'employeur, a comme contrepartie un certain nombre de règles de protection. Les nouvelles mesures qui facilitent le licenciement, en particulier, ne sont jamais mentionnées, tant que le projet n'a pas fuité. Je fais remarquer au passage que l'emploi stable n'a pas disparu. En 2016, au moment où est adoptée cette loi, la part des CDI dans l'emploi salarié se situe encore à 85,3% selon l'INSEE. Après la divulgation, le discours de la ministre évolue, et c'est pour répondre aux inquiétudes concernant notamment le plafonnement des indemnités qui sont dues. Alors tout à l'heure, vous avez vu la couverture de l'ouvrage, on voyait le petit ouvrage que j'ai publié à la suite de cette étude. La femme qu'on voit ne lève pas le poing, c'est une représentation de Thémis, divinité gréco-latine de la justice, qui a perdu, la statue a perdu sa balance. Pourquoi ? Parce que ça me semblait bien illustrer le fait que les juges prud'homaux n'ont plus leur mot à dire sur le montant des indemnités qui seront versées à un salarié, dont on aura pourtant reconnu le caractère abusif, arbitraire du licenciement. Et pour finir, il y a eu beaucoup d'échanges d'économistes, évidemment, à l'époque, publication de tribunes, les uns sont pour, les autres sont contre, ça fait partie du débat, c'est très bien. Et on a appris par la plume de Christian Chavagneux, qui est l'ancien rédacteur en chef du magazine Alternative économique, que les signataires d'une tribune d'économistes opposés au projet de loi ont été très surpris de recevoir, peu de temps après, un mail de M. Cahuc, donc le même économiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, le seul qui figurait dans la commission. Il me semble que ce type de débat devrait plutôt faire l'objet de séminaires qui nous permettent de nous faire une opinion mieux établie grâce à des échanges d'idées dans un cadre serein. En clair, écrit cette fois-ci Christian Chavagneux, les amis, quand il n'y a pas consensus entre nous, surtout n'en faites pas un débat public, après les gens vont croire qu'il y a plusieurs politiques possibles en économie, ce n'est pas bon pour notre image, ça, surtout pas de débat. Et encore, tous n'ont pas reçu cet appel, par exemple Philippe Askenazi, chercheur au CNRS, ou Xavier Timbaud, directeur principal à l'OFCE, signataire de la tribune, mais sûrement trop négationniste, n'ont pas été conviés. Voilà, il est tard, donc je m'arrêterai ici. Merci. Philippe Askenazi qui travaille avec nous à Raison Présente. Ah, je ne savais pas.
Est-ce qu'il y a des questions à poser à PDG? Oui. Voilà. Nelly, tu veux commencer? Non, c'est pas toi. Qui a levé la main là? Monsieur. Oui, merci pour cet exposé. Une question rapide. C'est plusieurs allusions au rapport Badinter. En quoi consiste ce rapport? Parce que Badinter, l'économie, ça me surprend. Merci. Non. Oui, j'ai fait. Donc, le rapport Badinter ne fait pas partie des 3 rapports que j'ai cités ici. Hein, il s'agissait d'un projet de refonte du Code du travail. Hein, donc, ça concerne plutôt l'architecture du Code du travail. Merci. En tant qu'ancien conseiller prud'homme, parce que j'ai été atteint par l'imitage, il me semble que c'est surtout la circulaire de Macron limitant les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ont fait le plus de dégâts. Oui, alors en fait, dans les autres cas, il y a toujours la latitude d'évaluer les préjudices moraux, etc., d'y ajouter le harcèlement, etc. Enfin bon, oui, bien sûr. il y a quand même une certaine attitude de laisser. C'est ça qui a été très très dévastateur. Oui, c'était mon propos, c'était vraiment sur les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà, sans cause réelle et sérieuse, sachant que cette mesure, donc la barémisation, cette mesure, elle était présente en fait dans la loi Macron. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel pour des questions de forme, on va dire. Ça a été réintroduit donc dans l'avant-projet de loi travail par le cabinet de Myriam El Khomri, pas forcément par elle. Hein, ça, c'est la partie que j'ai dû sauter faute de temps, hein, sur qui sont vraiment les acteurs, donc, dans laquelle j'insiste sur le caractère collectif et notamment le rôle important du directeur de cabinet. Mais donc ça a été réintroduit, ça a ensuite été enlevé pour essayer d'obtenir l'accord de la CFDT sur le projet de loi, puisqu'il y avait une unanimité syndicale contre. Et ça a été ensuite réintroduit dans, cette fois-ci, les ordonnances qui ont été divulguées à la fin du mois d'août 2017 et adoptées en septembre 2017, mais voilà, vous avez tout à fait raison. Est-ce que tu peux essayer de développer une généralisation à partir de ce que tu as montré par rapport aux enjeux du colloque? Parce que tu as dit que c'était une étude de cas et que tu ne voulais pas faire un propos général sur la place de l'économie dans le débat politique, tout ça, mais est-ce que tu pourrais quand même le faire par rapport aux enjeux? Et je te fais des propositions, tu me diras si tu es d'accord. Il me semble qu'un des enjeux de tout ça, et je vais faire le lien avec les 2 interventions précédentes, c'est, j'ai beaucoup insisté dans mes interventions précédentes sur l'indépendance de la science. Il faudra insister aussi sur l'indépendance du politique par rapport à la science et de dire que c'est 2 magistères différents qui sont dans des registres différents. Que la science dit ce qui est vrai, le politique dit ce qui est bien, et ce sont 2 registres de définition qui sont différents, qu'il faut essayer de ne pas mélanger. Et que là, on a un exemple sur une science plus ou moins assurée par ailleurs, de c'est au nom de la science que nous faisons cela et que nous l'imposons dans le débat politique, et on peut remettre en cause y compris le présupposé, mais ce n'est pas une bonne façon d'aborder le débat politique que dire c'est la science qui l'impose, c'est la définition même du scientisme qui est souvent remis en cause dans certains milieux qui je trouve le pratiquent pourtant beaucoup, et que dire la science nous impose et la science nous oppose rien du tout, elle nous dit ce qui est vrai et politiquement on décide après. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose aussi de ne pas mélanger les registres et de ne pas dire j'ai une indignation d'un côté et j'ai un statut de scientifique, mais il ne faut pas mélanger les casquettes. Guillaume Lecointre, qui dit ça souvent dans ses interventions, mon indignation de citoyen et ma casquette de scientifique, il ne faut pas les mélanger. Et que par rapport aux exposés précédents, notamment, il n'y a pas d'injonction à interdire les néonicotinoïdes et les économistes se débrouillent après pour voir il n'y a pas d'input de la science qui dit la science va définir les effets des néonicotinoïdes, qui par ailleurs sont une des 4 causes possibles du recul des pollinisateurs, et pas du tout une cause unique, mais voilà, est-ce que l'enjeu de tout ça, c'est pas de dire qu'il faut bien séparer le champ du politique et du scientifique, définir le champ de la science, et même pour des bonnes raisons militantes, ne pas mélanger les 2? Oui, je suis assez d'accord avec les suggestions de la réponse attendue à la question posée. En fait, il y a un double problème. Ce qui a été évoqué, déjà une science
plus ou moins assuré de ses résultats, c'est-à-dire dire le vrai en économie, voilà, ce serait déjà un sujet important. Et ce que j'ai souhaité, le point sur lequel j'ai souhaité insister ici, c'est que certains économistes qui sont, je dirais, dans l'approche dominante, mais qui ne sont pas, Pierre Cahuc n'est pas représentatif, hein, son degré d'agressivité, etc., n'est pas représentatif de ce que des collègues qui font des modèles néoclassiques, etc., se comportent pas du tout comme lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même la tentation, et elle est parfois assez présente dans certaines institutions académiques, de faire taire une partie des économistes. Et donc là, il y a un problème, c'est-à-dire que on peut considérer de deux choses l'une. Aujourd'hui, il y a des méthodologies et des résultats assez divergents au sein de la communauté scientifique, parmi les économistes. On peut considérer premièrement qu'il s'agit d'une étape temporaire, que l'économie est dans l'enfance de la science, etc. Bon, c'est une position, c'est une position tout à fait respectable, je dirais épistémologique. Ou bien on peut penser que c'est le reflet d'obstacles qui sont insurmontables, que cet état va perturber. Mais dans un cas comme dans l'autre, le fait est qu'aujourd'hui, il y a des économistes qui appartiennent à différents courants théoriques, et ce qui est très dangereux d'un point de vue démocratique, c'est que, c'est encore à l'écran, il ne faut pas faire étalage de nos divergences, il faut traiter certains collègues de négationnistes, etc. Bon. Donc ça, c'est un premier type de problème. Et puis ensuite, il y a effectivement le rapport du scientifique au politique et vice-versa. Et là, je suis tout à fait d'accord. Ce sont deux champs d'intervention distincts. En même temps, on peut être un scientifique et intervenir dans un cadre, je dirais, politique, engagé, militant, peu importe les termes qu'on emploie. Ça suppose normalement en sciences sociales de faire un travail sur soi pour voir quels sont nos propres préjugés, qu'est-ce qu'on risque de manquer dans les phénomènes étudiés en fonction des idées reçues dans notre entourage social, familial ou autre, bon, ce genre de choses. Voilà, je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on peut lever la séance? Je redonne le micro à Jean. Non, je pense qu'on va remercier les intervenants.